Mais parce que toi, Greg, au fait, tu votes aux européennes ? Il y a les européennes, pour ça. Mais c'est qui Greg ? Qu'est-ce qu'il fait ? Greg, c'est notre réalisateur, celui qui fait toutes les vidéos qui sont jamais rien, toi. Elles sont diffusées partout en Europe, pour le coup. Ouais. Ah, et puis l'Europe, là, pour le coup, c'est un gros sujet. Avec les élections qui approchent, il va falloir qu'on se mette un peu la tête au clair. Et si on Voilà, allait voir Yannick qui nous parle un petit peu de tout ça ? Chacun des députés européens en aura un. Pour le vote, je devrais pouvoir obtenir un report un vendredi en soirée. S'il y a suffisamment de discussions, de suspensions, ça nous mènera à très tard dans la nuit. Il faudra taper du poing sur la table. Il y a quelques coriaces dans le tas, mais la plupart n'ont aucune colonne vertébrale. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Thibault Lemann derrière le mic est toujours accompagné des excellents Cyril Chaudois et Mick Lévy. Salut la team! Salut Thibault, salut tout le monde. Salut, bonjour à tous. Bon, c'est l'effervescence autour de l'IA, elle est partout. Elle s'invite partout. Mais oui, même Macron en a parlé avec Xi Jinping lors de sa visite d'État, c'est dire. Exactement, mais il faut aussi rappeler que l'IA embarque aussi son lot de problèmes. Deepfake, fake news, influence, ingérence, et j'en passe, et tous ces risques peuvent clairement être utilisés pour influencer nos élections. Bah ouais, quand on sait qu'en 2024, c'est la moitié de la population mondiale qui vote, il y a des raisons de s'inquiéter. Mais t'as raison, et il faut aussi noter que les géants n'hésitent plus à influencer aussi directement les régulations en cours, un peu à l'image de l'extrait du film Goliath que nous venons d'entendre. D'ailleurs, nous allons bientôt voter pour les européennes en France. Tiens, puisqu'on y est, et comme on dit que dans la tech, l'Europe régule, nous pourrions nous interroger sur la place de la réglementation dans l'IA, non ? Intéressant, en effet, ouais, intéressant. Ah, ça tombe bien, car aujourd'hui, on reçoit Yannick Menesser. Autant vous dire que c'est la bonne personne pour parler de ce sujet. Écoutez bien. Il est magistrat en disponibilité, travaillant actuellement au Conseil de l'Europe. Il est expert en droit de régulation du numérique, enseignant associé à l'Université de Strasbourg et auteur. Son dernier livre, L'intelligence artificielle en procès, aux éditions Brûlant, a reçu un prix du Cercle Montesquieu en 2021. Vous voyez, amis auditeurs, nous avons du lourd avec nous. Avec lui, nous allons regarder quelle est la place de l'Europe sur l'échiquier numérique. Nous creuserons également le sujet de l'AI Act. Et enfin, nous aborderons la numérisation de nos démocraties avec les questions que ça peut soulever. Et bien entendu, vous retrouverez également 2 chroniques que vous allez juste adorer. Ouh. Avec... Ça, c'est la promesse. Yes, avec un moment d'égarement de Laurent Guérin qui reviendra sur l'oreillette Bluetooth, tout un programme. Et la philothèque d'Emmanuel Goffi qui reviendra sur le rapport de la commission de l'IA. Et croyez-moi, ça va piquer. Muy caliente. Et comme vous en avez maintenant l'habitude, nous garderons 5 petites minutes à la fin, juste entre vous et nous, pour débriefer des idées clés de cet épisode. Bonjour Yannick. Bonjour à tout le monde. Salut Yannick. Bonjour Yannick. Ne dérangeons pas à la traditionnelle question. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Sans problème, j'allais le faire. Ah, magnifique. Trop face. Super. Alors lançons le grand entretien. Et c'est maintenant. French Tech, mente critiche per una tecnologia etica. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'entendre Giada nous dire notre petit gimmick en italien. Yannick, moi, j'ai l'impression d'entendre toujours la même rengaine à propos de l'Europe et ça commence à me fatiguer. À part quelques rares faits d'armes, comme Airbus par exemple, on ne ferait jamais le poids face aux 2 géants que sont les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, quand on parle d'innovation, de dominance industrielle et évidemment donc de puissance économique. En revanche, l'Europe serait la grande championne pour empêcher le monde de tourner en rond avec sa grande spécialité, la régulation. Évidemment, le numérique cristallise aujourd'hui plus que jamais cette vision d'une Europe trop à la traîne pour réagir autrement qu'à essayer de préserver une certaine souveraineté. Bon, pour autant, la venue récente du président chinois Xi Jinping en France, reçu par Emmanuel Macron et puis aussi par Ursula von der Leyen, on rappelle la présidente de la Commission européenne, a poussé certains à s'interroger sur une volonté stratégique d'ouvrir davantage le marché européen aux acteurs chinois. Quelle est ton analyse sur ce point ? Là où je te rejoins, c'est quand même, il y a quelques images tenaces dans cette affaire. C'est-à-dire une Europe qui s'amuse à réguler la courbure des bananes, et puis les autres qui iraient innover de manière libre, sans entrave. Enfin, on serait les pires des élèves face aux autres qui sauraient faire. Ça, je pense que la réalité, il faut arriver à se poser un tout petit peu et avoir conscience que tout ça est un peu plus nuancé. Allez, une breaking news pour vous, tout le monde régule. Tout le monde régule. D'accord. C'est-à-dire que si vous pensez que les Chinois régulent pas, eh bien, je pense qu'on a bien tort.
Les Chinois sont les premiers à avoir régulé très fortement l'intelligence artificielle, la protection des données. Alors, à quel prix? À leur prix, au prix de leur type de régime, un régime où la place de l'État est naturellement centrale. Et n'oublions pas aussi les routes de la soie numérique, dans lequel l'objectif de la régulation est de pouvoir leur permettre de faire aussi du marché. Côté américain, même chose. Si on pense qu'ils ne régulent pas, c'est tout à fait faux. En réalité, ils régulent différemment de nous. Pensons à la place des standards technologiques. L'IEEE, par exemple, le NIST, qui est l'Institut national des standards américains. Eh bien, tout ce petit monde régule, et j'oublie la FTC aussi, régule, et s'est beaucoup intéressé à l'intelligence artificielle. Mais attends, c'est une fable alors de dire que l'Europe régule plus ou a des réglementations peut-être plus c'est pas du tout. C'est quoi le message du coup? On régule de manière très centralisée, c'est-à-dire, et avec, alors, on pourra reparler de cette notion-là, la notion de valeur, par exemple. On aime bien y mettre des valeurs. Ouais. Nos valeurs, pour nous, c'est les droits fondamentaux. Si je regarde du côté américain, la valeur, c'est la liberté, la capacité à entreprendre. Je n'oserais pas aller sur le terme des valeurs concernant les Chinois. Je ne développerai pas plus. En revanche, pour nous, en effet, ce qu'il faut en retenir, c'est que la régulation, le droit est devenu une arme géopolitique. Et c'est dans ce jeu-là qu'il faut comprendre aujourd'hui les manières de réguler. Et je pense que du côté européen aussi, il y a quelque chose qui est assez fort, c'est que la confiance est au cœur des politiques de régulation numérique. C'est une IA digne de confiance, c'est vraiment le motto qui revient. Eh bien, devinez quoi? La confiance, ça se décrète pas, ça se prouve. Ça se gagne. Ouais. Voilà. Effectivement. Et alors, justement, puisqu'on est sur la différence au niveau des valeurs et qui sont un socle véritable pour les régulations de droite et de gauche, tu rappelles en tout cas chinoises, américaines ou européennes, Emmanuel Macron a déclaré dans les médias: aujourd'hui, nous devons avoir sur le plan commercial avec la Chine un comportement respectueux, mais de défense de nos intérêts, de réciprocité et de sécurité nationale. Et par sécurité nationale, il rajoute il y a de nombreux secteurs pour lesquels la Chine exige que les producteurs soient chinois parce qu'ils sont trop sensibles. Eh bien, nous, Européens, nous devons pouvoir faire la même chose. Alors, on peut précisément penser qu'ils pensent à la technologie. Est-ce que c'est réaliste d'imposer des acteurs européens? Et quid, à ce moment-là, de ce discours versus les USA qui sont quand même très implantés sur notre marché, y compris au niveau de l'administration publique? Ouais, je l'ai esquissé, tu vois, dans ma réponse avant. C'est qu'il y a un retour des souverainetés et l'autre élément fort, c'est que la réalité géopolitique derrière, c'est que ce droit est une manière d'organiser une autre manière de faire la guerre, de la guerre économique, derrière. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une posture tout à fait réaliste et pas tout à fait naïve, de se dire que nous allons réguler pour empêcher que certains produits qui ne sont pas conformes à nos valeurs arrivent sur le territoire. Je pourrais citer un collègue de côté Commission européenne qui s'appelle Paul Nemitz, qui était intervenu sur le sujet et qui est un des pères du RGPD, qui disait tant pis si les produits chinois rentrent pas chez nous, c'est quoi le problème? Qu'ils les vendent à des dictatures, c'est pas bien grave. Et nous, de notre côté, on saura embarquer des outils avec peut-être d'autres valeurs et qui pourront avoir un intérêt sur le marché, sur d'autres types de marchés. Mais sur cet aspect sécurité nationale, tu penses que c'est uniquement lié à une question de valeur ou là, on touche à autre chose? C'est-à-dire, c'est pas que du protectionnisme économique, c'est une forme aussi de sécurisation des outils qui vont pénétrer un marché et sur lesquels on a des doutes en termes de fiabilité ou en tout cas de failles de sécurité et pour aller alimenter le PCC en données. C'est quoi exactement? Non, mais tu as raison de le porter aussi sur ce terrain-là, mais aujourd'hui, ce qui est amusant dans cette affaire-là, enfin amusant, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas qui me surprend, c'est qu'on n'a pas appris de l'affaire Snowden. Et les Américains ont été les premiers à importer des outils aujourd'hui, et je pense que la réaction que l'on aurait dû avoir au regard de cette affaire-là, c'était un peu plus de serrage de vis. N'oublions pas aujourd'hui que du Microsoft, on en a partout. Si on n'a pas de Microsoft, on a du macOS. Mais voilà. Les matériels Cisco, voilà, sont... Donc c'est bien ça, on le dit des Chinois, là, mais on ne le prononce jamais des Américains.
C'est quand même assez étonnant, non? Donc voilà, bien sûr. Donc, alors dans cette affaire-là, hein, lorsque évidemment on reçoit les uns ou les autres, on fait du commerce avec les uns et les autres, il faut bien arriver à organiser un minimum les choses, mais il ne faut pas être naïf. Et je pense que dans cette affaire-là, alors aujourd'hui on va pas redévelopper un OS européen, je le vois pas bien, mais on a des énormes enjeux hein, sur les IA génératives. Hein. On voit poindre cette idée aussi qu'on devrait pouvoir maîtriser un tout petit peu cette histoire-là. Et je te fiche mon billet d'ailleurs hein, que les futurs OS auront des couches logicielles comme des IA génératives avec qui on va pouvoir parler. Donc maîtriser ces couches-là, c'est un tout petit peu préparer l'avenir. Moi, je voudrais revenir sur le point que tu nous indiquais que finalement tous les États régulent et que bon, on apparaît comme les champions, mais finalement les autres le font aussi. Mais pourquoi on apparaît comme les champions? Pourquoi on apparaît comme ceux qui sont effectivement en train de réguler la courbure des bananes pour ta jolie formule? Est-ce que c'est parce que nous, on ne se sert pas de la régulation comme un élément de protectionnisme ou de compétitivité économique? Est-ce que c'est parce que c'est pas assez marqué? Pourquoi on apparaît comme ceux qui régulent le plus? C'est une fable? Non, mais parce qu'on est en retard. On a un retard techno. Enfin, voilà, ça c'est une réalité. Hein. On a peut-être un peu moins de données, quoi, on commence à capter par rapport à nos autres concurrents. On voit très bien qu'aujourd'hui, on a un vrai centre, évidemment, du côté nord-américain hein, et aux États-Unis, hein, de gains technologiques. Et il y a évidemment un peu de politique derrière. Quand la mandature von der Leyen a commencé 2019 de mémoire, je pense, pour ne pas se me tromper, eh bien l'idée a été d'utiliser la réglementation de façon à ralentir l'arrivée sur le marché un certain nombre d'outils qui ne seraient pas conformes aux standards que l'on mettrait en place. Alors là-bas, l'opportunité qui a été trouvée, moi ça m'a satisfait en tant que juriste et que défenseur de droits humains, c'est que on se dit, on va ralentir des outils. Je pense qu'il y avait les débats sur la reconnaissance faciale, hein, par exemple. Hein. Et Microsoft, d'ailleurs, entre parenthèses, avait eu un discours assez offensif hein, sur le sujet en disant « Européens, saisissez-vous du sujet reconnaissance faciale parce que ça va vous tomber sur la figure et il va y avoir des enjeux de liberté publique considérables. » Et ils n'ont pas tort. Alors pourquoi on passe pour des champions? C'est que on le fait depuis des années, hein, et on sait plutôt bien le faire hein, sur ça. Et ça a été un instrument, l'effet de Bruxelles. Ça s'appelle l'effet de Bruxelles. La capacité, par notre réglementation, d'avoir un effet au-delà de nos frontières. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je ne vais pas vous faire le juriste à deux balles hein, sur le sujet, mais je le rappelle juste. La réglementation européenne n'a vocation, hein, venant de l'Union, à ne s'appliquer qu'au sein de l'Union. Donc la sphère de d'influence semblerait a priori assez restreinte. En réalité, elle est très considérable en pesant sur les échanges économiques. Comment est-ce qu'on arrive, enfin, c'est quoi les next steps de s'imposer? Parce que on voit la réglementation, finalement, on passe pour des champions parce qu'on n'a pas de solution qui arrive. Et d'un autre côté, on a du mal aussi à exister dans cet écosystème. Donc du coup, c'est quoi la philosophie de l'Europe pour s'imposer dans ce système-là, au-delà de cette régulation qui reste, on va dire, comme toutes les grandes plaques le font déjà? Ouais, mais on est sur une régulation hein, où, je le redévelopperai après avec vous, mais qui a une autre objectif, c'est de soutenir dans le même temps l'innovation. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de faire du en même temps. Désolé hein, de la référence, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on se dit, on utilise la réglementation pour ralentir nos concurrents, et dans le même temps, on va essayer de favoriser l'émergence de notre propre champion, parce que cette histoire-là hein, de HIACT, on en parle, et c'est normal, parce que c'est assez central sur l'intelligence artificielle, mais pas seul. On est face, en réalité, à un ensemble de textes et de composantes de politique publique européenne qui viennent favoriser l'émergence de champions européens et où il y a des soutiens financiers massifs pour des startups, pour réaliser de l'innovation. Donc, l'idée derrière, c'est qu'à la fois on ralentit un tout petit peu le concurrent en leur imposant des règles qui sont les nôtres et où, au passage, entre guillemets, on peut y trouver satisfaction parce qu'il y a cet aspect de valeur. Et de l'autre côté, on essaye de donner du carburant, entendre grand 1 de l'argent, grand 2 de la donnée, de la data aussi, hein, constituer des grands jeux de données. On a des politiques d'open data en France, par exemple, qui se sont, depuis la loi de 2016, énormément développées. Sur la transparence de la République. Voilà, et qui devraient nous permettre, je l'espère en tout cas, d'avoir aussi des jeux de données de qualité assez intéressante, parce que si c'est pour faire du garbage, voilà, je vais pas vous l'apprendre, vous savez ce qu'il en ressortira.
de la merde. On est entre nous, on peut le dire comme ça. Cheat in, cheat out. Cheat in, cheat out, exactement. Yannick, on est en pleines élections européennes et on voit bien dans le débat public qu'on a quand même du mal à mobiliser finalement autour de ces élections les citoyens. Nous, on le déplore grandement ici. On se dit que c'est parce qu'il y a un manque de compréhension finalement des enjeux européens et nous, on sait à quel point les enjeux de la tech sont très très forts en Europe. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous les citoyens qui ne comprennent peut-être pas pourquoi il faut aller voter ou quels sont les enjeux liés à la tech en Europe qu'il faut qu'ils aient en tête pour aller voter et pour faire le choix qui leur conviendra le mieux au moment de voter? Mais en réalité, alors je vais pas vous faire un discours trop facile sur le sujet. Évidemment, il y a de la démocratie derrière. La démocratie n'existe pas si on s'en empare pas. Je vais pas faire référence à nos aïeuls qui se sont un tout petit peu battus pour cette histoire-là et nos démocraties libérales. Hier, on a fêté les 75 ans du Conseil de l'Europe. Je reviendrai pour présenter cette institution singulière, mais on a en face de nous du Churchill, du Monnet, du Schuman, qui avait très clairement conscience de ce qui venait juste de se passer la veille pour eux, et où le mot d'ordre, c'est plus jamais ça. Eh bien, l'idée de voter pour les élections européennes, c'est défendre l'idée que nous avons construit de manière tout à fait inédite dans l'histoire un espace de paix. Alors vous allez me dire, c'est un peu paradoxal, on a la guerre à nos portes actuellement en Ukraine. Raison de plus. Nous avons aujourd'hui des opérateurs, et on a vu les influences aujourd'hui à Nouméa ou à l'occasion d'autres élections de puissances étrangères qui veulent déstabiliser nos démocraties libérales. Donc, aller aujourd'hui exprimer des voix, c'est défendre nos projets politiques, notre projet politique, et singulièrement pour le numérique, pour revenir sur le sujet, mais c'est aussi donner l'occasion de donner un peu de voix sur ce que l'on veut comme type de politique numérique. Alors, je suis pas là pour défendre ni les uns ni les autres, juste aller consulter dans les programmes divers aujourd'hui, les programmes sur les numériques, et on voit qu'on a des propositions qui sont intéressantes. Donc, c'est cette voix-là qu'il faut faire entendre. Mais c'est justement ce que tu dis là aussi, c'est un élément sur lequel on en parle beaucoup dans Trench Tech, mais c'est qu'on voit bien que l'IA a un véritable impact sur les politiques et les stratégies du Conseil de l'Europe. Comment est-ce que tout ça se vit à l'intérieur ? Alors, juste 30 secondes, je ne veux pas faire de cours de droit de l'Union ou de droit européen, ce serait hyper ennuyeux et on n'est pas là pour ça. Néanmoins, allez, je tente juste de faire la différence entre deux branches très importantes aujourd'hui quand on parle d'Europe. Vous vous rappelez peut-être Jean Gabin qui disait « on ne parle pas de la même Europe ». Donc de quelle Europe on parle ? On parle premièrement d'une Europe défenseur des droits humains, de l'état de droit, de la démocratie. On est en 1949. C'était hier, on a fêté ici à Strasbourg les 75 ans de cette organisation, le Conseil de l'Europe. C'est une organisation où il y a 46 États membres. On retrouve aujourd'hui la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. On avait jusqu'à un passé récent la Russie, qui a été expulsée après l'agression de l'Ukraine. Et cette organisation est connue pour la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal ici à Strasbourg, qui a établi un mécanisme juridictionnel unique au monde, où les États ont accepté, les 46 États aujourd'hui acceptent d'être dépendants de la Cour de Strasbourg pour juger de violations sur l'accès aux juges, les délais raisonnables de jugement, la dignité, la liberté d'expression, autant de principes juridiques qui sont défendus au plus haut niveau. Donc finalement une enceinte beaucoup plus large qu'est l'Union européenne des 27 membres. Exactement. Mais est-ce qu'elle sert à quelque chose cette instance ? Parce que pardon, mais quand tu me dis qu'il y a là-dedans l'Azerbaïdjan, on n'entend pas parler d'une part, mais quand tu me dis le nom des pays qu'il y a dedans, tu dis ça fait vraiment avancer le schmilblick ou pas cette affaire-là ? Ça fait avancer le schmilblick ou de temps en temps, il vaut mieux avoir un pied dedans qu'un pied dehors. Parce que quand on a... discuter avec ces États-là, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, avec l'Azerbaïdjan, on est aujourd'hui dans un contexte extrêmement tendu, où, pour des raisons que je développerai pas ici, il y a un dialogue qui est quand même plutôt encore difficile. Mais de notre côté, le système de protection des droits de l'homme est accessible à tous les citoyens. C'est-à-dire qu'un citoyen peut saisir directement la Cour de Strasbourg s'il y a des violations, et je peux te dire qu'on a pour un certain nombre d'États, je pense aussi à la Turquie, à d'autres, aujourd'hui, pas mal de recours qui sont pendants, et du droit qui est dit de manière indépendante de l'organisation de ces États-là. Alors en effet, on peut trouver ça un peu superficiel, en réalité ça l'est pas du tout, parce que c'est l'occasion, dans cette enceinte politique, d'avoir une enceinte de dialogue. Ça a échoué avec la Russie,
mais ça peut réussir pour d'autres. Et c'est singulier de l'Union, je fais très vite sur le sujet, puisque l'Union, 27 États membres, on va voter pour élire le Parlement aujourd'hui, la représentation démocratique auprès des institutions européennes, et qui ont une vocation économique en premier ordre. Alors après, les politiques se sont étendues au fur et à mesure, mais l'objectif de l'Union européenne, c'est organiser un marché unique dans lequel on peut circuler librement. On va en Belgique, en Espagne, voilà, mais on n'a plus besoin de passer la douane et les frontières. Eh bien, c'est pour les biens, les personnes, les services, pour qu'on puisse circuler librement. Donc, un projet politique et juridique d'intégration par le Conseil de l'Europe et un projet économique par le biais de l'Union. Qui était le socle du tout début des premières tractations pour se rassembler. C'était la communauté économique du charbon et de l'acier, je crois. Voilà, j'ai pas eu besoin de il a bossé ses cours. Non, c'est même pas ça. En tout cas, il y en a un qui a bossé ses cours historiques et surtout de l'histoire du fail de certaines innovations technologiques. C'est notre ami Laurent Guérin et on le retrouve tout de suite pour un moment d'égarement. Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Laurent, alors tu reviens aujourd'hui sur un objet qui a disparu, faisant pourtant un usage d'une technologie connue de tous. Et oui, quelle est la personne la plus populaire sur Terre? Jésus, John Lennon, Messi? Aucun des trois. La personne la plus connue au monde, c'est Harald Blattand, un roi viking, danois même, ayant vécu au Xe siècle, qui avait la particularité d'avoir les dents pourries. En même temps, les dentistes, ça courait pas les rues à cette époque. Donc il avait les dents grises, Harald, voire bleues pour l'une d'entre elles, ce qui lui valut le surnom de Harald à la dent bleue, Harald Blattand en langage viking, Bluetooth in English. Et ça doit lui faire bizarre à Harald de trouver son nom sur 5 milliards d'appareils par an, car oui, ce sont 5 milliards de devices équipés de la technologie Bluetooth qui sont vendus chaque année. On peut dire qu'Harald a conquis la planète après avoir réussi à unifier son pays, puis à rassembler le Danemark et la Norvège. Mais ce ne fut pas facile tous les jours. Autant il n'avait pas les dents longues, Harald, autant il devait être, si tu veux mon avis, dur de la feuille. Pourquoi ? Parce que la technologie Bluetooth a engendré, honte à elle, ce parasite proéminent, cette antenne inélégante, ce signe extérieur de geekesse, l'oreillette bleue. Ah là là, alors je crois qu'Alain Damasio, dans son dernier bouquin, lui parle d'oreilline, donc un truc qui serait un peu plus intégré, mais mieux vaut être sourd que d'entendre ça. Et oui, nous sommes à la toute fin du XXe siècle, lorsque Ericsson, une marque suédoise, et IBM, une marque pas danoise, collaborent sur un protocole de communication permettant l'échange de données à courte distance. À l'époque, c'est Nokia, toujours pas danois, mais presque, qui règne sans partage sur le marché du téléphone portable, et nos inventeurs décident d'ouvrir leur standard à tous les acteurs de la tech qu'ils souhaitent, histoire qu'ils soient un peu utilisés, le standard, tu vois. Mais avec quoi un téléphone portable peut-il bien communiquer à courte distance en 1999 ? Avec quoi ? Eh ben avec rien. Nada, que dalle. Et c'est là que vient l'idée de génie. Et si on déportait de quelques centimètres le micro de ton téléphone mobile, ainsi que son écouteur, je dis bien son écouteur, au singulier. Il faut dire que la stéréophonie était une innovation récente. Je déconne. Elle avait été inventée en 1881. Mais bon. Et l'être humain, quant à lui, disposait de 2 oreilles depuis pas longtemps. Sauf un peintre, toujours pas danois, qui n'en avait qu'une, d'oreille. Mais pourquoi, après tout, s'échinerait-on à améliorer un système défectueux ? Ne téléphonait-on pas depuis la fin du 19e siècle en faisant usage que d'une seule oreille ? Et que dire de qui est-ce qui inventa d'abord la monoboule avant de se mettre à fabriquer des paires de boules caisse. Non. Alors là, c'est fake news, Laurent. Je crie à la fake news. Kies a toujours fabriqué des paires. D'ailleurs, je tiens à signaler que Kies était une divinité romaine. Et toujours pas danoise. Exact. En 1999, donc, le Comdex, un salon techos de Las Vegas, consacre comme innovation de l'année l'oreillette Bluetooth. Cette petite merveille de technologie te permet de téléphoner sans avoir ton téléphone dans la main, mais en ayant une verrue sur l'oreille. Son design est un savant mélange entre un thermomètre et un gros stylo, avec un signal qui clignote en vert, comme ceux des avions, des fois qu'on ait besoin de te repérer de loin. Cet apparat qui s'insère dans ton canal auditif est prolongé par une tige qui pendouille jusque devant ta bouche, un micro. Un design librement inspiré du geste « on s'appelle plus tard ». L'oreillette Bluetooth va pourtant se vendre par millions au début des années 2000 et ce sont autant de standardistes urbains qui vont fleurir sur les trottoirs de nos villes, dans leurs voitures, à vélo, dans les transports, affublés d'un pansement digne de l'oreille cassée. Sauf que le nombre d'appels reçus par nos standardistes en herbe ne justifie point l'inconfort d'un corps étranger vissé dans leur oreille, tant et si bien qu'ils finissent par écouter de la musique dans leur oreillette. Mais en mono, c'est monotone. Et puis c'est pas fait pour, non seulement ça sonne pas, mais en plus, ça sonne pas bien. Et c'est ainsi que tous reviennent aux oreillettes, filaires et stéréo pour les 2
oreilles. Quant à Harald, il peut dormir sur les 2 siennes. La norme portant son nom n'a pas à rougir de ce faux départ. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Il est fort ce Harald. Yannick, on a commencé notre entretien avec cette notion, la régulation. Et d'ailleurs, on l'a pas mal développée. Et notamment, on a vu que l'Europe n'en a pas l'exclusivité. Pourtant, on dit souvent, très souvent, trop souvent, que nous réglementons trop en Europe et que ça nous empêche d'innover. Que penses-tu de cette phrase-là ? Ouais, mais d'un certain côté, j'essaye de mettre à la place, tu vois, de jeunes entrepreneurs. Hein. Tu veux te lancer, tu commences à avoir une idée évidemment géniale, tu commences à coder quelques lignes, tu te lances, puis tu te rends compte, mince, j'utilise des noms de personnes. Ah ben ouais, donc du coup, ça va peut-être pas être terrible. Et donc là, tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage infernal du RGPD, et il faut dire que le RGPD a quand même sacrément donné du fil à retordre à beaucoup d'entreprises. Donc, on l'entend bien, mais revenons à la base. Est-ce qu'on régule pour réguler ? Est-ce que c'est juste pour se faire plaisir à quelques juristes un peu sadiques qui aimeraient vraiment faire du mal aux autres et les faire souffrir en lisant des lignes interminables de mots moins compréhensibles les uns que les autres ? Eh bien, mauvaise nouvelle pour nous, ou peut-être bonne nouvelle pour la société, réglementer, c'est avant tout organiser l'état de droit. Et c'est quoi un état de droit ? Ben, c'est un endroit où la limite des uns trouve la limite des autres, et c'est-à-dire que la règle qui t'est applicable est applicable aussi à l'autre. Alors, tout ça pourrait partir... Du coup, ça freine l'innovation ou ça freine pas l'innovation ? C'est ça la question, Yannick. Mais non, mais... Allez, tu veux nous l'énerver. C'est ça, tu veux m'énerver sur le sujet. Mais oui, je veux te chauffer, là. Et l'accent toulousain va ressortir aussi, oh là là. aussi sec. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette affaire d'organiser la société est essentielle. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie d'innover. J'ai envie de mettre sur le toit de ma bagnole 2 ailes, parce que ça va ressembler à un avion, et je trouve ça sympa, parce que je vais décoller si je vais très vite, ou je vais aller dans le futur. Ben non. Franchement, si tu trouves un marché que tu arrives à le développer à quelques milliards à travers le monde, je pense que ça peut passer quand même. Hein. Ouais, mais avant tout... Et le reste de la circulation, c'est ta bagnole qui risque de plus passer, c'est ça le problème. C'est exactement ça l'idée, l'image, en tout cas un peu triviale que j'essaie de partager avec vous, c'est qu'il y a des règles pour organiser la circulation routière, il y a des règles sur les voitures, tout simplement parce qu'on peut leur faire confiance. Quand en 1972, on s'est rendu compte que l'on avait des milliers de morts sur les routes à cause de l'absence de dispositifs de sécurité, eh bien, on a régulé. Alors, tu as raison de venir de me refaire adhérer à la question, est-ce que ça freine ou pas l'innovation ? Je dis, premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire dans la balance ? Est-ce que c'est organiser la société, garantir des droits à tout le monde, etc. Qu'est-ce qui doit primer autour de ça ? Eh bien, au bout d'un moment, c'est l'aboutissement aujourd'hui de nos, de notre évolution démocratique et de nos systèmes politiques qui ont amené à organiser l'état de droit. Deuxième chose, est-ce que la pharmacie se porte mal ? Est-ce que l'industrie automobile se porte mal ? Est-ce que l'ensemble des autres secteurs industriels qui sont déjà fortement régulés se portent mal ? Je crois pas. Justement, tu parles d'automobile et ça me fait penser à un des papiers que tu as écrit, que tu as partagé sur LinkedIn. D'ailleurs, j'invite tout le monde à te suivre sur LinkedIn. Tu faisais déjà ce parallèle avec l'industrie automobile et tu nous appelais à un devoir de mémoire, je cite, qui devrait nous doter du courage civique nécessaire pour s'opposer au discours dominant présentant l'IA comme une technologie intrinsèquement neutre et nécessairement consubstantielle au progrès. C'est un appel fort, effectivement, donc à se souvenir de ce qui s'est passé par le passé. Pour toi, est-ce que le grand public ne voit pas ou ne veut pas voir que ces fameux discours dominants cachent en termes ce qu'ils cachent en termes de menaces pour nos droits et nos libertés ? Mais ce dont on parle là, je précise, de plus en plus, on ne l'a pas encore vraiment nommé, mais ce dont on veut parler là, quand même, c'est de l'AI Act. C'est-à-dire, c'est en particulier, en tout cas, on parle globalement des discours dominants des industries de la tech. Ouais. Et évidemment, en creux, on parle beaucoup d'IA en ce moment, donc nécessairement. Mais donc, pour en revenir à cette question-là, est-ce que c'est un problème d'un public qui ne voit pas parce qu'on ne lui donne pas à voir ou qui ne veut pas voir parce que finalement le confort qui est apporté par ces géants de la tech leur convient suffisamment et il y a une certaine forme de paresse, de malhonnêteté intellectuelle. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir un moteur de recherche qui me donne rapidement un résultat qui est à peu près bien calibré. Je peux me dire, finalement, les miettes de données personnelles ou de comportement que je laisse, je m'en fous. C'est un prix qui est équitable.
Sauf que le marché est pas si équitable que ça, dès lors que ça constitue aussi des outils, pour plein de raisons, qui peuvent servir à du ciblage, à de la déstabilisation démocratique. Je pense à Facebook, l'affaire Cambridge Analytica, on est à peu près dans ce niveau-là. Donc, moi, encore une fois, je pense que cette question d'opposition, innovation et régulation est un tout petit peu factice. Mais je reviens justement dessus, parce que ce que tu disais, c'est est-ce que l'industrie automobile va mal, est-ce que l'industrie pharmaceutique va mal. Tout ça, on est à peu près peu ou prou avec différence, mais de se dire non, ça va pas mal. Et ce qui va mal, c'est qu'au fait, nous, on n'a pas, en Europe, justement, l'émergence de grandes entreprises numériques. Ouais. Et donc c'est là où c'est plutôt sur le numérique où on dit mais vous êtes gentil avec votre réglementation, vous nous empêchez d'innover numériquement, pas en termes d'industrie et autres. À qui profite le crime de ralentir la réglementation? À qui profite le crime? Aux États qui ont intérêt qu'il n'y ait pas de réglementation pour venir sur le sujet. Là où j'irais, et si je peux me permettre un petit laïus aujourd'hui sur la place de l'université aussi, et du lien entre l'université, le privé et le public, moi ce que j'examine aujourd'hui quand j'examine les États-Unis, moins que la présence d'une certaine forme de réglementation, c'est que l'écosystème universitaire, industriel et public est fortement lié. Et c'est pas c'est pas du tout choquant aux États-Unis que j'ai eu la chance de faire un petit tour au MIT, au IBM Lab à Boston. Je peux vous dire qu'on en revient, mais avec un état d'esprit tout autre. Donc moi, plutôt que de se battre contre une réglementation qui a pour objectif de protéger les gens, et les gens c'est nous dans cette affaire-là, eh bien moi ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui on ait des politiques publiques qui encouragent à casser les silos entre les universités, à mieux mélanger les matières, à mieux mélanger aujourd'hui la place aussi du secteur privé au sein des universités, et de créer réellement des écosystèmes d'excellence. La matière grise, on l'a. Yann Lequin, il vient d'où? Oui, ça on sait qu'on l'a et qu'elle fuit en général, ou qu'elle fuite même pour aller ailleurs. Voilà. Et pour défendre nos droits et nos intérêts, t'as la dent relativement dure, je dirais, sur certaines parties, ou tout ou partie, disons, de l'AI Act. Et j'en reviens à ce fameux papier que tu avais écrit, où tu, toujours avec ce parallèle de l'industrie automobile, tu expliquais que finalement, vouloir réguler les usages ou les outils uniquement dans certaines situations, notamment dites à haut risque, puisque c'est directement comme ça qu'il y a une nomenclature qui existe dans l'AI Act. Tu dis que c'était une vision un peu étriquée, en tout cas c'est ce que j'en ai compris. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des petits risques ou des gros risques sur nos droits fondamentaux? Est-ce qu'il y a les petits risques ne conduiraient pas finalement aussi à des grosses, brèches dans les droits fondamentaux? Je donne un exemple concret. Tu fais une bête régression linéaire sous Excel. C'est pas très compliqué à faire. Et on n'est pas du tout sur de l'intelligence artificielle. Eh bien, si tu mets en place un système de décision semi-automatisé, ou en tout cas qui vient donner un renseignement pour prendre une décision, eh bien, tu peux commettre des discriminations illégitimes. Tu peux faire toute la cohorte de mauvaises décisions que l'on peut imaginer, qu'on a reproché à des systèmes comme Compass ou à d'autres systèmes aux Pays-Bas qui ciblaient systématiquement, par exemple, les plus pauvres. Et c'est pas de l'IA. Et pourtant, le dommage qui est causé derrière est exactement du même ordre. Donc, ce qui a été critiqué également pas mal par la société civile, je pense à des organisations non gouvernementales comme Access Now, c'est de dire nos droits fondamentaux ne peuvent pas être modérés par une approche par les risques, et soit il y a une violation d'un droit, soit il n'y en a pas. Oui, parce que juste pour rappeler, les situations à haut risque, c'est par exemple la reconnaissance faciale, précisément, ce genre de choses. Et donc, ce que tu nous rappelles, c'est qu'il y a des usages qui paraissent totalement mineurs, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On ne voit pas toujours très très bien ce que ça peut engendrer derrière. Mais cette évaluation des risques et cette vision des usages selon les risques est vraiment au cœur de l'AI Act en réalité. Alors il aurait fallu faire quoi si ça c'était pas la bonne vision des choses? Bien, en fait, derrière on a un vrai arbitrage politique. Le RGPD, quand il a été écrit dans une dimension assez traditionnelle de protection des droits, comme je viens de l'énoncer. L'idée pour le AI Act, et c'était vraiment pas du tout stupide de le faire comme ça, c'est de dire on va essayer de modérer, de moduler l'intensité réglementaire. C'est-à-dire que sur des cas, entre nous soit dit, il y a un intérêt pour l'industrie musicale, mais pour Spotify, par exemple, ou Deezer, ou d'autres opérateurs comme ça, bien l'algo de recommandation derrière, est-ce qu'on a besoin d'une très lourde artillerie réglementaire, ou dans les jeux vidéo? Peut-être pas.
Et alors qu'au contraire, si tu as une intelligence artificielle dans de la prise de décision publique, dans les tribunaux ou ailleurs, il y a peut-être quand même un intérêt à ce qu'elle soit un peu plus vérifiée que les autres. Donc on part de ce postulat-là, qui encore une fois est pas du tout stupide. Mais jusqu'où on va et comment on estime ensuite ce risque-là, il y avait plusieurs manières de le faire. Un livre blanc sorti en 2020 par la Commission européenne proposait une autre approche d'évaluation par les risques. La Data Ethics Commission allemande a proposé également en 2020 une autre approche par les risques. Là, le choix qui a été fait par le législateur européen, ça a été de déterminer des domaines particuliers dans lesquels il y avait des risques possibles. Et au dire de certaines ONG, et puis en analysant le texte, on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. Alors ces trous pourront être modulés, je passe sur des systèmes qui pourront permettre d'adopter et d'affiner cette approche par les risques. Néanmoins, il risque d'y avoir quand même quelques dégâts de commis entre-temps. Alors tu aurais préféré avoir quoi du coup, dans le texte? Dans le texte, pour être tout à fait concret, on lutte, par exemple, contre les discriminations illégitimes. C'est-à-dire que tout type de système algorithmique, quel que soit le type de système algorithmique, de ma feuille Excel jusqu'aux systèmes les plus avancés d'intelligence artificielle, dès lors qu'on a une discrimination illégitime qui est facilitée par ce type de système, qu'il puisse y avoir des sanctions. Mais imagine, Mick, c'est très théorique, évidemment, mon raisonnement. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ça voudrait dire que dès que le moindre opérateur fait une feuille Excel, il devrait se mettre en conformité avec un dispositif d'évaluation des risques. J'en reviendrai tout à l'heure à un des éléments de conclusion, mais l'idée est quand même malgré tout d'arriver à une prise de conscience. La prise de conscience, c'est l'automatisation de la prise de décision, et je pense que c'est ça qui a manqué aujourd'hui dans l'examen de cette histoire sur l'intelligence artificielle, où beaucoup d'États ont essayé de réduire le champ le plus possible à l'apprentissage automatique, au machine learning, pour évidemment essayer d'alléger le plus possible la charge réglementaire. Oui, mais pourquoi? Mais parce que c'est là qu'il y a quand même les plus grands risques. Enfin, je comprends très bien ton exemple de la feuille Excel, mais une feuille Excel, tu n'as jamais réussi à l'imposer à des millions, voire à des milliards de personnes par les décisions qui sont prises dans la feuille Excel. Par contre, il y a un effet d'automatisation avec l'intelligence artificielle, plus de complexification et de multiplication des champs d'application, qui fait que c'est aujourd'hui que ça devient le sujet, du coup. Ouais, mais quand même. Enfin, ouais, je te rejoins, mais il y a un point sur lequel, sur la feuille Excel, je défends mon idée que même une feuille Excel peut faire des dégâts à très grande échelle, c'est qu'ici ta feuille, elle est utilisée par l'ensemble d'une administration publique, tu démultiplies exactement les mêmes problèmes. L'IA, pour moi, la difficulté autour de l'intelligence artificielle, et qui a été la difficulté à instruire, c'est l'opacité de certaines approches et de certains systèmes, notamment les réseaux de neurones profonds, qui peuvent être utilisés dans certaines hypothèses, pas dans toutes, et sur lesquelles on a une explicabilité très faible. Et ça... Tu reviens au sujet de la transparence des IA, en fait. Voilà, c'est l'explicabilité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je te rejoins quelque part en disant que on pourrait ne pas être sur la même échelle, mais on a des narrations aussi qui sont tout à fait différentes. On a le fantasme que l'IA va être assez omnisciente, que ça va résoudre à peu près tous les problèmes. Ça, c'est tout le storytelling de voilà. la Silicon Valley. On a un bon marketing autour de ça, alors que si on parle de système algorithmique et qu'on revient à la base des approches statistiques et probabilistes, on voit très bien qu'on retrouve les mêmes problèmes que parfois des bêtes régression linéaire. J'ai quand même une question sur le sujet justement de l'AIA Act, qui est, on a vu avec le RGPD quand il est sorti en première version et la version qui est aujourd'hui, il y a eu quand même une sacrée évolution, un sacré gain, etc. Ce que tu nous expliques, c'est que la façon dont on a constitué cette réglementation sur l'IA, on avait une attitude qui était différente que le RGPD. Bref. Et tu trouves qu'il y a des axes d'amélioration à faire. Mais est-ce que ces axes d'amélioration sont possibles aujourd'hui, ou déjà de base, le système est un peu vicié et on n'arriverait pas à le recorriger ou à le faire évoluer dans le temps? Non, je pense qu'il va pouvoir évoluer dans le temps parce que, sans rentrer dans les détails du AI Act, il y a des mécanismes à l'intérieur sur notamment la définition des domaines à haut risque qui sont assez souples, qui vont permettre à la Commission européenne, auprès d'une consultation assez simple des autres instances, de pouvoir faire évoluer le texte. Deuxième chose, on n'en parle peut-être pas assez, c'est pas connu, on va avoir un bureau de l'IA, un AI Office,
qui est actuellement en train d'ouvrir à Bruxelles et qui va avoir vraiment un rôle de veille sur la mise en œuvre de ce texte-là, de façon à pouvoir adapter l'ensemble des textes réglementaires qui vont être mis en place. Donc la volonté de la Commission est, contrairement au RGPD, qui a été perçu par l'ensemble des opérateurs économiques comme quelque chose de très lourd, s'imposant comme une brique sur l'ensemble des opérateurs, c'est au contraire de pouvoir réagir assez souplement sur un certain nombre de sujets pour adapter cela. Voilà. C'est un socle sur lequel on va itérer. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que nous disait Françoise Soulier-Fogelman dans un précédent épisode d'Entrench Tech, c'est la loi est mauvaise, il faut une loi. Et donc au moins on a commencé par poser quelque chose et derrière on va fine-tuner, un peu comme les modèles de langage, les copains. Ça y ressemble. Alors il y a une intrication aussi entre les règlements, il faut bien le dire. Oui. Là il y a la CNIL qui a publié des recommandations quant à la manière d'interpréter le RGPD à l'arrivée de l'AIAC pour tout ce qui était de l'entraînement des modèles et donc de l'utilisation de données personnelles qui ne seraient pas directement révélées mais qui serviraient à tout l'entraînement, à l'établissement en fait, des modèles qui sont ensuite utilisés comme des grands modèles de langage ou autres. Est-ce qu'on n'est pas face à un empilement réglementaire et une intrication réglementaire qui techniquement, d'un point de vue informatique même, va commencer à être très 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 compliqué, voire impossible à mettre en œuvre compte tenu de l'opacité des systèmes que tu évoquais aussi? Ouais, ça me rappelle un jeune dev d'une Legal Tech à qui je parlais de dignité humaine, qui est quand même un sujet qui peut nous importer, tu vois, et qui me disait, écoute Yannick, bon, enfin tu me diras, bon, tout est relatif à notre époque, mais il n'est pas très digne, je te rassure, de confiance surtout. Mais moi il me pose une question assez bon sens, hein. Il me dit, comment je la code la dignité? Bon, t'es gentil avec tes trucs, mais aide-moi à la coder. Bon, voilà, donc je suis d'accord avec toi, hein, passer à une phase opérationnelle, tout ça peut être un peu compliqué. Je pense que on a de vrais métiers qui se dessinent aujourd'hui. J'en discutais avec ici notamment des personnes qui travaillent à la Chambre de commerce et d'industrie ici côté Bas-Rhin, où il y a tous des dispositifs qui se mettent en place pour aider les jeunes entrepreneurs dans ce maquis aujourd'hui législatif, où l'idée d'un accompagnement au plus tôt, parce que les big tech, j'ai aucun souci sur les big tech, hein, quels que soient les types de réglementation aujourd'hui, ils y arriveront. Moi, ce qui me soucie plus, c'est encore une fois de jeunes entrepreneurs qui ont vraiment la bonne idée, qui se retrouvent face à ce mur réglementaire. Comment on fait? Comment on les aide? C'est pas nécessairement des gros cabinets d'avocats qui vont venir les aider pro bono, hein, mais il faut qu'il y ait tout un tissu de soutien. Et je t'avoue que, enfin voilà, ça fait partie de choses sur lesquelles moi j'apprécie de contribuer aujourd'hui, hein, dans cet écosystème pour pouvoir aider à y voir un peu plus clair et pas nécessairement en effet, hein, avec un appui des pouvoirs publics, pour le dire clairement, hein, et qui pourrait être tout à fait valorisé. Voilà. Coder la dignité, je ne sais pas s'il sait le faire. En revanche, s'il sait en parler, c'est le moment de la philothèque. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Alors Emmanuel, tu reviens sur la commission de l'intelligence artificielle qui a établi en septembre 2023 par le gouvernement et rendu public le 15 mars dernier son rapport intitulé « IA, notre ambition pour la France ». Et bien évidemment, tu l'as lu et je crois que tu voudrais éveiller notre esprit critique sur ce rapport. Et oui, 130 pages. Heureusement que c'est pas au format papier, sinon ce serait difficile de justifier l'abattage ne serait-ce que d'un arbre pour ce genre de document. Alors pour ceux qui ou celles qui ne l'ont pas lu, bien je dirais c'est pas grave. Au mieux vous pouvez jeter un œil au sommaire et vous aurez une idée assez précise du contenu et de l'orientation du document. Je dis orientation parce que pour le coup, on est clairement dans un exercice de com et la vocation politique du document, elle est évidente. Ça commence par un certain nombre d'ailleurs de poncifs très contestables du type l'IA n'est pas nouvelle et date des années 50 ou elle est omniprésente dans nos sociétés ou l'IA générative constitue un tournant majeur ou encore en France et en Europe, nous accusons un net retard. Alors maintenant, soyons sérieux. Réunir un line-up pareil pour ce genre de constat, je trouve que ça fait un peu riche. Un rapport sur l'ambition de la France en matière d'IA qui n'a lui-même aucune ambition, eh bien ça interroge. Ouais, tout ça, ça sent pas trop le scoop. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il suffit de lire les 25 recommandations qui concluent le rapport pour comprendre qu'on n'est pas dans un travail inédit avec des idées et des perspectives novatrices. Par contre, c'est un bel exercice de rhétorique que nous envierait à n'en pas douter les fameux sophistes que Socrate s'évertuait à combattre. Aristote écrivait que ce qui fait la sophistique, ça n'est pas la faculté, mais l'intention. En l'occurrence, l'intention de créer de la confiance, de convaincre que l'IA est l'avenir de l'homme, a écrasé la faculté.
dédiaboliser l'IA sans pour autant l'idéaliser, précise le rapport, dans une formule qui est d'une vacuité assez confondante. Dans la même veine, on a l'IA ne doit susciter ni excès de pessimisme, ni excès d'optimisme. Il fallait bien une trentaine d'experts pour un tel truisme. On a aussi un florilège d'affirmations péremptoires telles que « dans les prochaines années, l'IA ne remplacera pas l'humain », affirmation tellement abstraite qu'elle ne veut à la fois rien dire et ne peut en même temps être récusée. Ok, excuse-moi, mais c'est où l'éthique dans tout ça ? Eh bien, je te dirais nulle part. Enfin, si, je mens. Elle est dans l'auto-évaluation de l'expertise des membres de la commission, qui nous gratifie d'un joli tableau avec 5 champs d'expertise, dont un intitulé « Éthique, société et création », et pour lequel la commission estime avoir 23 experts. Alors, cela étant, je ne vois pas le moindre expert en éthique dans la liste des membres, ni même un paragraphe sur l'éthique dans le rapport. À croire que c'est un non-sujet. Ceci dit, l'éthique, elle s'invite dans le contenu du rapport lui-même qui pose quelques problèmes à mon sens. D'abord avec la présence de Meta et Google dans la commission, mais surtout avec cet appel à, je cite, une mobilisation collective massive à former sans délai, massivement et en continu la population pour qu'elle adopte l'IA. Alors on est loin de l'invitation au questionnement, à l'esprit critique ou au débat sociétal. On est plutôt dans une logique d'acculturation au forceps par la formation de tous et à tout âge, comme l'indique le rapport, le tout avec, je cite, un objectif d'humanisme. Ok, bon, tout ça, c'est pas très réjouissant, mais rassure-moi, dans les 130 pages, t'as au moins un petit peu de positif. Bon, t'as raison, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le rapport a au moins le mérite de proposer une synthèse, certes hyper orientée, mais somme toute assez complète. À mon sens, il est au moins utile aux néophytes qui y trouveront de quoi découvrir le sujet. Notamment la partie expliquant le fonctionnement de l'IA générative a le mérite d'être pédagogique. De la même manière, la partie sur le retard de l'Europe, même si elle n'a rien d'original, est éclairante. Il y a aussi des sources intéressantes pour creuser le sujet et des points de vue qui ne peuvent que susciter le débat, notamment sur les biais de la Commission et les orientations politiques qu'elle porte. Cela étant dit, eh bien moi je reste perplexe sur son utilité et le public qui est réellement visé, qui ne me paraît pas vraiment être le gouvernement. Mais je suis encore plus sceptique sur la mobilisation d'un tel groupe de personnalités pour un résultat aussi peu convaincant. J'ai bien peur qu'on ait choisi la voie de ce que le philosophe québécois Alain Deneau appelait dans son livre éponyme la médiocratie. En matière d'esprit critique, on est loin, très loin, bien trop loin du compte. Fenchtech, kritische Geister für Tech-Ethik. Wow, eh ben oui, en effet, on avait promis un épisode européen, on le voit même dans nos jingles, et un Emmanuel bien vénère. Bien remonté, là, on vous mettra le lien coup-là. du rapport, parce que je pense que ça vaut le détour du coup. Ouais, ça vaut le détour, c'est clair. Bon alors Yannick, revenons à nos moutons. Tout cet épisode, tout ce qu'on s'est dit jusque-là, tous nos échanges nous mènent immanquablement à un sujet, et pas à Rome, celui de la démocratie, peut-être à Bruxelles. Tiens, d'ailleurs, encore cette semaine, un internaute m'a alpagué sur LinkedIn en me disant qu'ils allaient vachement plus vite en Arabie Saoudite ou en Chine sur les grands projets et qu'ils se mettaient moins de barrières. Oui, c'est vrai qu'en autocratie, oui, ça va plus vite. Mais bon, le débat démocratique a quand même du bon, non ? Bon, alors d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment démocratique le débat ? On peut se poser la question aussi. Yannick, on dit que le poids des lobbies est si fort en Europe et en particulier dans les débats de l'AI Act que ça nous pose question. Comment toi, tu l'as perçu, ce poids des lobbies ? Comment tu le perçois ? Est-ce qu'il est véritablement aussi fort que ça ? Bah écoute, c'est pas un secret extrêmement bien gardé. On sait évidemment qu'aujourd'hui, même dès le début de la construction de politiques publiques sur l'intelligence artificielle au sein de la Commission européenne, le groupe d'experts de haut niveau, c'était le AI-HLEG, avait déjà été critiqué pour sa composition avec une très forte proportion de représentants de l'industrie privée. Françoise Soulier-Fogelman, encore elle, nous en parle effectivement dans cet épisode, c'était gratiné. Elle en parlait avec émoi, elle était elle nous disait être entre quelqu'un de Google et quelqu'un d'IBM, si je me souviens bien, jusqu'à des heures indues, et c'était les seuls à rester. Voilà. Donc effectivement, revenons-en à donc c'est la pas composition. Un secret. Voilà, donc tout ça, je pense que c'est assez clair. Sur le AI Act lui-même, pareil, on a vu lors des consultations qui ont été réalisées, moult publications de Big Tech ou d'autres groupes divers qui sont venus vanter les bénéfices d'une absence de régulation, évidemment, ou alors une régulation à minima qui viendrait encadrer les systèmes d'intelligence artificielle, le fonctionnement les 31 février des années bissextiles. Voilà, bon. Écoute, la réalité est là, c'est-à-dire qu'on a eu évidemment une vraie pression
d'entreprise de façon à se laisser le terrain le plus libre possible. Je serais peut-être pas aussi sévère qu'Emmanuel sur la commission sur l'intelligence artificielle, puisque on a eu notamment des propositions sur le droit d'auteur, moi qui me mérite quand même un tout petit peu d'intérêt dans cette affaire-là, et où pareil, les discussions, quand on retrouve d'anciens responsables publics qui travaillent aujourd'hui pour des entreprises privées, je ne nomme personne, tout le monde aura... quel dommage. Parce que nous, on aimerait bien connaître vous le on en a connaissez, quelques-uns en tête. On en parle de temps en temps. Et souvent, on va y venir. Souvent, quand on les reçoit avant qu'ils y aillent, on les sollicite sur cette question. Ils disent, oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, après? Il faut bien que je retourne travailler dans le privé. Oui, mon bon monsieur. Ouais. Donc voilà, donc encore une fois, avec le respect de tout cela, évidemment, on a des facteurs extrêmement lourds de ce côté-là, et qui conduit d'ailleurs les textes à des versions de compromis, je pourrais peut-être en reparler un tout petit peu après, où finalement, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on ne satisfasse personne au bout du compte. C'est-à-dire que à chercher du compromis et une sorte d'ambiguïté constructive dans les textes, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des morceaux de dispositions juridiques qui sont volontairement laissés un peu flous en laissant une part d'interprétation derrière, eh bien on arrive en réalité à ne pas protéger effectivement les droits fondamentaux, pour employer le langage. Tu crois que c'est le cas là pour les Act en particulier? Non, je crois qu'on arrivait on a fait trop de compromis et que du coup ça va satisfaire personne. De toute manière, je vais prendre un autre texte qui est tous les textes juridiques que l'on a aujourd'hui sont naturellement le résultat d'un compromis et d'une délibération démocratique. On est en démocratie, c'est normal. Et ça, c'est plutôt peut-être pas mal, si tu veux, cette affaire-là. Là, on est d'accord. C'est pas comme en Arabie Finalement, Saoudite. c'est pas si mal. Voilà. Donc maintenant, néanmoins, pour le Act, en effet, on voit très bien qu'on a des critiques de la part des big tech, on a des critiques évidemment de la part du secteur privé, on a des critiques qui viennent de côté des défenseurs des droits de l'homme, et donc quand tu vois que des intérêts aussi divergents convergent aujourd'hui pour critiquer un texte, il y a deux options, soit il est très mauvais, soit il est très bon. Soit il est très mauvais, il passe complètement à côté de la plaque, soit au contraire, comment on fait pour savoir si il arrive à mettre en place les bonnes barrières. Ouais. Donc, pour pas vous faire moi, je veux le choc de la réalité, l'épreuve des faits. Et c'est là où on va voir aujourd'hui quelle est la portée réelle. Je disais ce AI Office, des standards aussi techniques qui vont être mis en place. Est-ce que ça va être opérationnalisable? On est en fait qu'au début de l'aventure. Bon alors, parmi les lobbies, il y a quand même eu un retournement qu'on a à peine évoqué, mais on va y revenir, qui a été assez spectaculaire. Oui. C'est le retournement d'une espèce d'alliance amenée par la France avec l'Allemagne, avec l'Italie, c'est-à-dire trois pays qui avaient des champions européens en IA qui étaient en train de se lancer. On pense notamment à Mistral AI en France, on pense à Aleph Alpha en Allemagne, qui, eux, se retournent et puis cherchent à négocier un petit peu sur le tard de nouveaux éléments de l'AI Act, et en particulier, rendons-le à César ce qui lui appartient. On évoquait tout à l'heure, sans le nommer, Cédric O, ancien ministre délégué du numérique en France, qui maintenant travaille chez Mistral AI, surtout qui est et qui au était capital, un peu figure de proue du coup dans ce mouvement de retournement sur la fin des négociations de l'AI Act. Comment il faut voir ça? Comment il faut interpréter ça? Ce retournement un peu de certains États finalement. Alors, désolé, je vais te décevoir peut-être Mick, c'est pas un retournement. Jamais. Tout ça est très cohérent. Tout ça est très cohérent en fait. C'est-à-dire, est-ce que les Digital Nine, que c'était l'association de 9 États qui avait fait une sorte. Alors d'ailleurs, ils étaient poussés jusqu'à 14 de mémoire après, qui avait fait une sorte de note blanche pour la Commission européenne et qui s'était déjà fortement ému du livre blanc qui avait été fait, et je pense que c'était antérieur de mémoire à la proposition de règlement qui a été publié par la Commission en avril 2021, et où ces Digital Nine s'étaient très très fortement opposés à la construction d'un acte législatif contraignant européen. Donc on l'avait vu venir. On l'avait un petit peu vu venir, et je pense que la grille de lecture qui est intéressante à avoir, c'est pas nécessairement d'ailleurs au sein des États, juste des États qui seraient très libéraux, qui seraient contre, versus des États qui seraient plus protecteurs. À l'intérieur même des États, il y a des divergences très fortes,
où, tel que je l'ai vu, moi, dans les débats aujourd'hui s'exprimer, entre des ministères de la justice, des ministères économiques et financiers, dans lesquels il y a souvent le numérique, et des ministères des Affaires étrangères, et où ce triptyque, souvent, n'est pas d'accord déjà entre eux. Donc, on n'arrive pas à avoir de position unique dans les États, et c'est le témoignage de ce que tu viens de dire, de tensions à l'intérieur même, de poids, de lobby, d'intérêts contradictoires, avec des intérêts économiques et financiers, on en a beaucoup parlé. On n'a pas parlé des intérêts sécuritaires, qui aujourd'hui sont réellement dans le débat. Les Jeux Olympiques, la France, aujourd'hui, évidemment, a besoin d'organiser des Jeux Olympiques qui vont être sécurisés, dans lesquels on va protéger les biens et les personnes dans cette affaire-là. Il y a la question de la reconnaissance faciale. Exactement. Et où la position de la France aussi a été nourrie de cette préoccupation de venir nourrir, si tu veux, un sentiment de sécurité et des dispositifs de sécurité. Parce que si le pire arrive, à qui on va demander des comptes ? À qui on va demander des comptes ? Et puis on sait bien que c'est toujours l'argument sécuritaire qui fait avancer certains pions plus que d'autres parce que c'est plus facile. Voilà, et juste pour terminer sur cet argument-là, après, comment on s'en sort de cette affaire-là ? Parce que quand je vous ai dit ça, je vous ai rien dit. Eh bien, c'est des check and balances. C'est-à-dire des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui font que, par exemple, si on met en œuvre une technologie, eh bien derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas appuyé sur le bouton et qui est en capacité d'évaluer. Et ce quelqu'un-là, c'est souvent l'autorité judiciaire aujourd'hui qui relève et qui joue ce rôle-là dans les démocraties. Quand on pense démocratie, Yannick, on pense évidemment à l'implication et à la consultation des citoyens sur des décisions qui président à leur destinée. C'est bien légitime. En revanche, on peut parfois s'émouvoir aussi d'un manque de dialogue, un manque d'information, voire un manque d'implication volontaire, je dirais, de la part de ces citoyens. Récemment, je lisais un bouquin, et j'ai très envie de vous partager son titre pour que vous puissiez le lire vous aussi. Ça s'appelle « Le pianiste déchaîné » de Karl R. Vonnegut, qui est un auteur de... Tu le dis super bien. T'as vu, hein ? Ouais. Oui, tu le Karl maîtrises. R. Vonnegut. Vonnegut. Je le fais bien. Et donc, un auteur de science-fiction américain qui... voilà. C'est une blague. Non, je te jure. J'étais en train de réfléchir à s'il était belge ou je me suis pour un épisode 100% européen, je suis désolé, mais je crois qu'il avait des racines européennes. Bon, quoi qu'il en soit, le pianiste déchaîné, bref, qui est écrit, je sais plus, mais dans les années 50, donc c'est post-Seconde Guerre mondiale, il a fait la Seconde Guerre mondiale, etc. Bref, moi je ne connaissais pas, apparemment c'est une superstar dans son pays. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que ce bouquin, il parle finalement de la seconde révolution industrielle et de la révolte en quelque sorte des salariés. Mais oui, mais il n'arrête pas de me faire des signes aussi. Mais t'es pénible, c'est pas possible. Il est pénible. J'ai un témoin. Non, mais la prochaine fois, il va venir avec le bouquin, il va nous le lire pendant le podcast. Eh bien, mec, écoute, qui tourne. puisque t'en parles, voilà. Donc c'est un livre qui vient. On est reparti. Putain, vous m'emmerdez. Donc c'est un livre qui parle de la lutte des classes et de la révolte des salariés qui ont perdu leur emploi contre les machines. C'est une société totalement machinique, bref. Et à un moment donné, ce personnage qui dit « Mais s'ils aimaient à ce point l'ancien système, comment se fait-il qu'ils aient montré tant de hargne envers leur travail quand ils en avaient un ?» Et c'est vrai qu'on se plaint très souvent finalement du système dans lequel on est et on commence là déjà à se plaindre de la potentielle perte de nos emplois liée à la propagation des IA, etc. Mais si on aime tant le système dans lequel on baigne actuellement, pourquoi on ne se mobilise pas davantage en tant que citoyen ? Ouais, mais alors cette affaire-là, de la manière d'impliquer les citoyens, me semble avoir été assez bien traitée par Montréal, en réalité. Je vais vous donner un exemple. C'est une déclaration qui a été adoptée en 2018. Mais c'est pas une déclaration qui a été faite par quelques happy few là qui ont décidé dans leur coin de faire une énième déclaration sur le sujet. Il y a un groupe de philosophes derrière, notamment, je vais le nommer, c'est Marc-Antoine Diac, qui est prof de philo, d'ailleurs, qui a pas mal travaillé avec les organisations intergouvernementales. C'est comme ça que je l'ai rencontré au sein de l'UNESCO, notamment, et également, il est intervenu au Conseil de l'Europe. Et leur idée, je l'ai trouvée pas si stupide que ça. C'est plutôt que de refaire des principes éthiques un peu creux qu'adorait notre ami Emmanuel, d'ailleurs, la cosmétique, ce genre de... C'est de lui, je lui donne la propriété. Ouais. Donc plutôt que de faire de la cosmétique, l'idée est réellement de travailler avec les citoyens sur quel type de société et dans quel type de société on veut vivre.
Donc, ils les ont placés dans des scénarios à la Black Mirror, ils ont fait réagir les citoyens, et pour dire, ça c'est une ligne rouge, on veut pas d'intelligence artificielle là. Là, en revanche, on en a un gain, et on peut y aller. Donc, moi, tu sais, l'histoire de ça détruit des emplois, etc., toute technologie, ensuite employée, industrialisée, est venue changer les paradigmes, et tout ça s'est transformé. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les promesses qui ne seront jamais tenues. C'est-à-dire les promesses que de l'intelligence artificielle va résoudre ça, qui n'a plus besoin que de beaucoup plus de données pour pouvoir y arriver, ou d'un fine-tuning de modèles, et qu'en fait, ça ne sera jamais résoudre le problème. Voilà. Et là, on va casser réellement des métiers, des choses. Je pense à de l'IA générative, tu vois, dans certains domaines. Je suis loin de dire que c'est inutile, c'est pas ça mon sujet, mais il y a des sujets où on sait très bien que ça hallucinera toujours. Bien, c'est comme ça, c'est intrinsèque, et peut-être que ça ne vaut peut-être pas la peine d'y aller. Ouais, mais ça, c'est peut-être pas un problème citoyen, c'est un problème de marketing. Ça. Ah, c'est un problème de marketing. mais quand tu fais croire à des masses de citoyens, si tu veux, que ça va résoudre le truc, et que les décideurs publics pensent que ça va résoudre le truc, non, ton marteau... Ah ouais, mais... Quand t'es dans une société de consommation, t'es dans une société de marketing. Ça, c'est hyper intéressant, parce que entre le citoyen, entre Madame Michu... Alors, Madame Michu, si tu nous écoutes... Monsieur Chaudois, qui peut croire ce que lui vend le marketing de l'IA, et un député européen. Alors, moi, je me suis toujours dit, mais... Ce que lui disent les big tech, c'est quand même Microsoft. C'est son surnom chez nous. Moi, je me suis toujours dit qu'un député européen, il avait accès à tout un tas de consultations, de publications, d'éléments de débat qui permettaient qui sont soit fournis plus par les lobbies. éclairés que Madame Michu. Mais tu es en train de nous dire que les députés européens, ils pourraient croire qu'effectivement l'IA générative un jour n'hallucinera plus du tout. Je vais vous renvoyer, et nos auditeurs pourront le voir. Rappelez-vous les débats lors du Covid sur les applis de contact tracing. Oui. Est-ce que alors on avait tous un peu de temps libre peut-être à ce moment-là ou pas, je sais pas. En tout cas, moi je trouvais à m'occuper, mais j'ai quand même gardé un œil sur ces débats-là. Et c'était assez ahurissant de voir le niveau d'information qui avait été donné aux parlementaires et qui, pour certains, avaient des argumentaires qui étaient écrits par des représentants d'intérêt. Mais exactement. On sait bien que la plupart des études qui passent entre leurs mains, c'est les lobbies qui les leur filent. Donc tout ça doit revenir un peu à la base. Désolé, je conclus avec juste la déclaration de Montréal, qui a donc permis d'avoir des principes et où on a une forme de représentation, si tu veux, de la population qui s'est exprimée. Et ça a été utilisé ensuite dans la suite du processus législatif pour aboutir à une loi qui est critiquée, mais on a une loi qui ne se fonde pas que sur des délibérations de députés, mais qui est partie de la base au travers d'une délibération citoyenne. Donc en gros, finalement, c'est pas impliquer les citoyens tant directement sur la loi que sur les grandes problématiques. Et ensuite, compte tenu de l'avis des citoyens sur ces grandes problématiques, arriver à adapter la loi. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence collective en entreprise sur laquelle on peut s'appuyer en tant que décideur. Ensuite, on prend des orientations. C'est pas si bête. Mais c'est un point qui m'interpelle toujours justement dans le numérique, c'est qu'on s'aperçoit bien que le numérique, il est vraiment partout, qu'on l'impose aussi à une vitesse assez incroyable avec, c'est le moment, les déclarations d'impôts qui se font maintenant quasiment exclusivement en ligne. Bref, on voit bien que, on va dire que notre citoyenneté devient de plus en plus numérique et pourtant, à aucun moment, on vient nous interroger sur ces problématiques-là. À aucun moment, on est en train de se poser des questions. À aucun moment, on fait intervenir le citoyen dans ses prises de décision. On a l'impression que c'est juste inéluctable, que de toutes les façons, ça va arriver et qu'on a, entre guillemets, pas le choix. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense qu'il va falloir nous laisser des angles morts dans cette affaire à un moment. Parce que je te rejoins tout à fait. Aujourd'hui, on imagine le numérique comme étant le summum du progrès. Ce serait même complètement synonyme du progrès derrière. Or, je reviens sur mon histoire de marteau, j'aime bien cette image-là, vous la connaissez certainement. C'est comme si aujourd'hui on avait inventé un super marteau et qu'on transforme tous les problèmes en clous. Bien non, parfois les problèmes, c'est pas des clous, c'est des œufs. Bon voilà, et donc peut-être qu'utiliser le marteau en série va pas être la meilleure idée pour pouvoir résoudre nos problèmes. Donc, en passant par de l'éducation, entendre de la formation, en passant par un autre discours sur le numérique. Et ça peut être de la production, ce que vous faites d'ailleurs, je ne vais pas vous lancer des fleurs, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. Si, vas-y, on a... Allez, je le fais, j'essaie. Voilà. Flattez-moi mon bon blaze. Voilà. Et ce type de démarche nourrit complètement une démarche qui doit être plurielle, de sensibilisation, d'explication, parce que la masse n'est pas stupide.
Moi, je suis désolé, ce raccourci en disant les gens, voilà. Eh bien, si tu prends un peu le temps de construire d'autres discours, alors déconstruire un discours sur le tabac, ça a pris des décennies. Déconstruire le discours sur le téflon et ça a pris des décennies. On n'y est pas encore. Voilà. On n'y est pas encore. Mais on doit y contribuer. Voilà, on doit y contribuer. Une dernière question peut-être, Yannick. On voit aussi que les gouvernements, les services publics essayent d'appliquer de l'IA dans la vie publique. Et ça aussi, ça va impacter nos démocraties. On parle d'ailleurs de gouvernementalité algorithmique. Est-ce que c'est une bonne chose selon toi? Quels sont les risques? Et est-ce qu'il y a peut-être des endroits où il faut complètement refuser de l'appliquer parce qu'il y a trop de risques, justement? Bon, une référence bibliographique, vous aurez peut-être autre chose à lire, mais en tout cas, je vous encourage au moins à vous intéresser à ce qu'a dit Alain Supiot dans La gouvernance par les nombres. Il nous parle de ça, 2014. La place du nombre, du chiffre, du calcul dans la prise de décision, qui est une place qui est prédominante. Alors qu'à côté, on a un super instrument qui est la délibération. Alors, je vous dis pas que c'est la clé pour tout, puisqu'on a des biais dans les délibérations. On peut aussi, ça peut conduire à des catastrophes. L'intelligence collective est parfois pas si intelligente que ça non plus. Mais c'est des mécanismes à mettre en place dans lesquels, sans jeter la statistique de côté, on sait que dans la prise de décision, on peut avoir des éclairages qui sont intéressants. On peut rendre de manière composite des remontées de terrain. Bref. Essayer de trouver le meilleur. Attends, ça veut dire quoi? Il ne faut pas du tout appliquer d'IA et d'algorithmes et de nombres dans des décisions publiques et dans des services publics? C'est ça que tu es en train de dire? Moi, je suis en train de dire que de l'IA est utile si on a bien mesuré les conséquences, si on a bien étudié est-ce que c'est le bon outil, est-ce que j'ai besoin d'un marteau pour résoudre le problème. Ça, c'est la première question pour moi. La deuxième question, une fois que je sais que c'est un outil qui est un peu utile, comment il est conçu, d'où il vient, quelles sont les données, comment ça a été documenté un tout petit peu cela, et ensuite se donner le droit à de l'expérimentation pour voir si c'est réellement utile, et si on forme les utilisateurs à ces satanés biais cognitifs, comme le biais d'automatisation, où au bout d'un moment, on va faire trop confiance au système. Donc, désolé de la réponse de Gascon, Mick, sur ça, mais ouais, ça peut être utile, mais pas à n'importe quel prix. Ouais, et justement, pas à n'importe quel prix. Je m'en voudrais qu'on termine cet épisode en t'ayant au micro sans te poser cette question, toi qui est au centre de ce qui se passe en Europe. Il y a quand même des papiers qui traînent sur le web depuis quelques mois, quelques années concernant l'usage de l'IA pour vérifier les flux migratoires aux frontières sans forcément de la reconnaissance faciale, mais pour aider les ONG à prévoir, je dirais, les flux migratoires, etc. Ça semble quand même très très proche d'une ligne rouge, en dépit de ce qui peut être mis dans les textes ou pas. D'ailleurs, j'aimerais que tu puisses nous dire 2-3 mots dessus avant qu'on termine cet épisode. Mais écoute, en effet, on a eu un peu à connaître de ça, puisqu'on a au sein du Conseil de l'Europe notamment un représentant spécial sur les migrations, un représentant spécial de la secrétaire générale. Et c'est vrai que ce type d'usage est remonté. Et tu as tout à fait raison de souligner que c'est des lignes rouges. D'où ça vient, comment ça a été évalué. Il y avait aussi des questions de pouvoir orienter des migrants vers les meilleurs territoires d'asile, qui leur offriraient et on est pour moi face à une démission majeure face aux responsabilités que l'on peut avoir. Et où dans cette affaire-là, je pense que la première chose, comprendre la situation individuelle de chacun, il y a un peu de compassion à avoir, il y a aussi des principes de sécurité à avoir, malheureusement, c'est cette balance-là entre de la liberté, de la sécurité qu'il faut arriver à trouver. Et ça, je suis désolé, il n'y a aucune IA qui sait vraiment faire ce type de compromis. Le gris, ça marche toujours mieux quand il y a de la délibération collective sur ça et qu'on est plusieurs à y réfléchir. Merci pour cette réponse très claire. On a été vraiment, vraiment ravis de te recevoir, Yannick. Et on rappelle ton livre « L'intelligence artificielle en procès », parce que toi, tu mets aussi l'intelligence artificielle en procès comme tout bon juriste, aux éditions Brûlant. Mais vous qui écoutez, restez avec nous encore 5 dernières minutes de cet épisode. C'est l'heure du débrief. Salut Yannick, à bientôt. Merci beaucoup. Salut Yannick, merci à toi. Punchtech, esprit critique pour Tech Éthique. Qu'est-ce qu'il est sympa cet épisode. Moi, quand même, je crois que c'est l'épisode où on a la question la plus longue de la Terre.
Alors attends, moi je crois que c'est surtout l'épisode, la balle perdue direct, bim. C'est quand même l'épisode où vous m'avez le plus enquiquiné. Je commence à poser la question, l'autre qui me fait des signes, des machins. Mais vraiment, la prochaine fois, viens avec ton livre. Tu sais quoi ? Vas-y, fais-nous la prochaine fois, je viens avec le bouquin et je lis pendant que vous faites l'émission. Je bouquine parce que de toute façon, j'ai pas le droit de parler dans cet moi, épisode. c'est un épisode où j'ai appris un vrai truc. Ah bah tu vois. Le Conseil de l'Europe. 67, il a dit 67 États, je crois, qui étaient membres du Conseil de l'Europe. C'est limite. J'étais à 40 et quelques. Ouais, non, il a dit moins que ça. J'ai peut-être mal noté le chiffre, c'est pas du tout possible. Mais en tout cas, hein. il y en a beaucoup plus que les 27 de l'Union européenne. C'est carrément un mini-ONU qu'on a fait au sein du Conseil de l'Europe. C'est dingue comme instance. Et dans les instances, tu vois, justement, dont il parlait, il y a quand même l'AI Office qui est en cours de création et que je trouve que c'est une super bonne idée pour essayer d'adapter la réglementation en fonction des usages qui sont en train d'être faits. On verra comment c'est mis en place. Parce que c'est encore un empilement bureaucratique dans la soupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique que l'AI Office est justement là pour vérifier si l'AI Act est appliqué pour pouvoir ensuite l'améliorer, en tout cas itérer. Parce qu'il est souvent fait grief que les lois ne sont pas appliquées, ou en tout cas qu'on ne surveille pas à quel point elles le sont. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et si avec tout ce monde, si toutes ces instances, on n'a pas à un moment donné un changement de narratif, parce que c'est quand même un petit peu ce qu'il nous dit aussi, c'est que finalement... Et j'aime bien cette idée parce qu'on y revient assez régulièrement dans nos épisodes. Il faut changer les narratifs pour contrer ceux allez, c'est toujours les mêmes sur lesquels on tape, mais des big tech et du discours marketing. Mais force est de constater quand même qu'on évolue aujourd'hui dans une société de consommation depuis longtemps qui est nourrie de discours marketing. C'est pas très étonnant. S'il n'y a pas en face quelqu'un pour apporter un contrepoint, on est mal. En termes de narratif, j'ai beaucoup aimé l'image du marteau et des clous. Moi, je ne connaissais pas j'ai personnellement. Vu que tu avais noté ça. Ouais. C'est vrai qu'on n'arrête pas de parler de l'IA. On a l'impression que ça va être l'outil qui va nous servir à tout. Et forcément, à force, on a envie tous de voir des clous face à ça. Il faut regarder raison et puis se dire il y a des marteaux, mais il y a aussi des tournevis, il y a encore plein d'autres outils, peut-être d'autres outils à inventer qui vont résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer finalement. Je retiens, mais ça c'est parce qu'on a un peu le cas dans toutes les entreprises, mais de le voir aussi au niveau de l'Europe, le fait de la démission majeure des gens qui prennent des décisions. En fait, qui n'avaient pas, quand tu as parlé, Cyril, justement, de ce problème de, on va dire, d'éthique sur les flux migratoires, où il disait qu'au final, c'est arrivé parce que personne n'arrivait à prendre les bonnes décisions ou de prendre des décisions tout court sur ce sujet. Alors ça, c'est peut-être à mettre en parallèle précisément d'un problème qui est plus systémique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens, où qu'ils soient, qui veulent prendre des décisions et les assumer. C'est-à-dire pour ça, peut-être qu'on s'en réfère à des algorithmes qui les prennent à notre place. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout que quand on est allé le chercher sur les notions à travers l'AI Act, évidemment, de situation à risque, les fameuses IA qui devraient être réglementées dans des situations spécifiques et particulièrement celles à risque, lui nous dit quand même que de déterminer des domaines particuliers dans lesquels il y a des risques, c'est une vision relativement étriquée, sinon trompeuse, et il aurait préféré finalement qu'on désigne les risques en eux-mêmes, par exemple la discrimination, qui elle peut s'opérer depuis une simple feuille Excel. Ça, c'est quand même une chose que je vais garder en tête très longtemps. C'est ça, il a un langage assez châtié, il est doux notre ami Yannick quand même, pas seulement avec l'accent, mais même dans les mots qu'il choisit, mais quand même, il fait passer des messages. Il a été assez ferme et passé des messages sur l'angle même finalement de l'AI Act, où lui il dit plutôt que de chercher à réglementer des systèmes et le niveau de risque que éventuellement il pourrait poser, et encore ça pourrait évoluer, on aurait mieux fait de se concentrer finalement sur les citoyens, les droits, les impacts que ce système vont produire sur eux. Et voilà, selon lui, ça aurait donné un angle très différent à l'AI Act finalement. Et solliciter peut-être ces citoyens comme ils l'ont fait à Montréal. Donc Marc-Antoine Dilac, promis, on vous mettra les liens, y compris du rapport qui a été flingué par Emmanuel, d'autant qu'on recevra bientôt une éminente contributrice à ce rapport. Bref, Marc-Antoine Dilac, coprésidente de la commission IA française, Anne Bouvreau. Voilà. Peut-être qu'on invitera Emmanuel sur le plateau. Bref, cette initiative à Montréal qui a consisté à demander aux citoyens très en amont de placer un certain nombre de lignes rouges, base sur laquelle ensuite les politiques se sont appuyés pour délibérer et faire des lois. Ça, c'est intéressant. On n'a pas trop vu ça chez nous. French Tech. Et voilà. Nous avons passé plus ou moins 60 minutes ensemble pour exercer notre esprit critique sur la place de la réglementation dans l'IA. On espère que cet épisode avec Yannick Menesseur vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech plus éthique. Pour finir cet épisode en beauté, offrez-vous un dernier geste
gratuit, pas cher pour propager l'esprit critique. Donnez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, levez un petit pouce sur YouTube et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. Et pour vous, et parce que ça me fait plaisir aussi, je vais vous laisser avec une petite citation d'Oscar Wilde. Toute influence est immorale. Influencer quelqu'un, c'est lui donner son âme. French Tech, esprit critique pour Tech et Tic.